Votre histoire aujourd'hui, c'est celle d'une province canadienne qui se rebelle donc contre Donald Trump. Cette province, c'est l'Ontario, et celui qui mène la rébellion, c'est son Premier ministre. Oui, Magali, au Canada, les provinces ont des premiers ministres. Il s'appelle Doug Ford. Écoutez-le. Nous utiliserons tout ce qui est à notre disposition en fonction de l'ampleur de la situation. Nous irons jusqu'à couper l'électricité qui va au Michigan, à New York, au Wisconsin. Je ne veux pas en arriver là, mais mon rôle le plus important est de protéger l'Ontario, ses habitants et tous les Canadiens. Oui, il menace les Américains de leur couper l'électricité. Pourquoi cette menace ? Parce que Donald Trump a menacé de taxer les produits canadiens importés aux États-Unis de 25%. Et ces menaces-là de Doug Ford peuvent vraiment peser sur les États-Unis ou pas ? Pour lui donner corps, les équipes de Doug Ford ont fait savoir que l'an dernier, l'Ontario, qui est frontalier des États-Unis, avait exporté 12 milliards de kilowattheures d'électricité vers les États américains. Regardez, du Minnesota, de New York et du Michigan, de quoi alimenter 1,5 million de foyers. Alors l'homme politique semble partisan d'une ligne dure, d'une méthode assez forte. Il faut savoir qu'il ne lésine pas sur les superlatifs. Au mois de novembre, il avait déclaré que cette menace de Trump sur les droits de douane, c'était comme si un membre de votre famille vous poignardait en plein cœur. Ah bah comme ça, c'est clair. Et encore, ce ne sont que des mots. Il y a aussi eu des actes. Début décembre, il a lancé un spot publicitaire sur les chaînes américaines, notamment Fox News, pour vanter les liens entre les États-Unis et sa province de l'Ontario. Je précise qu'hier, il a récidivé en s'invitant sur les chaînes américaines, là aussi, pour promouvoir sa menace de coupure d'électricité en Amérique. Jusqu'à présent, les autorités de son pays ne l'ont pas désavoué. Bon, on verra s'il ne sont que des menaces ou s'il peut les mettre effectivement à exécution. Mais c'est vrai qu'il faut dire que les autorités de son pays, donc les Canadiens, ont quand même de très très bonnes raisons d'en vouloir à Donald Trump. Vendredi 29 novembre, il y a 2 semaines, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, s'est rendu à Mar-a-Lago, en Floride, pour rencontrer Donald Trump et parler justement de ses tarifs douaniers. Les deux hommes ont dîné ensemble dans la propriété du milliardaire. Un dîner au cours duquel, d'après des informations de la presse américaine, Trump aurait suggéré que le Canada pouvait devenir le 51e État américain. Justin Trudeau ne lui en a visiblement pas voulu, pas tenu rigueur, puisque le lendemain, regardez, 30 novembre, il a publié cette photographie, accompagnée de ces quelques mots. « Merci pour le dîner d'hier soir, président Trump. Je suis impatient du travail que nous pourrons accomplir ensemble une fois de plus. » Réponse tardive de Donald Trump cette semaine sur son réseau Social Trust. Non, c'est pas celle-ci, vous allez la voir apparaître. C'était un plaisir de dîner l'autre soir avec le gouverneur Justin Trudeau du Grand État du Canada. Je suis impatient de rencontrer le gouverneur à nouveau bientôt pour continuer à parler des tarifs douaniers. Le gouverneur, à 2 reprises, ouais. Je répète parce qu'elle n'est pas venue, donc je répète. Un plaisir de dîner l'autre soir avec le gouverneur Justin Trudeau du Grand État du Canada. Impatient de rencontrer le gouverneur bientôt. Oui, donc il insiste en plus. La moquerie est désormais, regardez. Voilà, c'est ça, ouais. Vous voyez, on compare les deux, c'est vrai que c'est pas totalement la même tonalité. Ah bah non. La moquerie est publique et elle est habituelle. Car en fait, le 3 décembre, un peu plus tôt, le futur président américain avait déjà sévi en publiant une photo, toujours sur son réseau Truth Social. L'image, bien évidemment modifiée, vous allez la voir, le montrer surplombant une montagne, le drapeau canadien planté à ses côtés, tel un seigneur régnant sur son royaume. Exactement, avec ce mot-là, au Canada. Ah mais c'est extraordinaire, merci beaucoup Laura. On en parle donc avec nos invités toujours, colonel Pierre de Jong, Catherine Gentil et Thomas Misraki, qui nous a rejoint, éditorialiste international et ancien correspondant aux États-Unis. Juste là sur ça, il plaisante là Donald Trump quand il parle du 51e État américain en parlant du Canada ? C'est une très bonne question parce que c'est le débat qu'il y a eu au Canada. Est-ce que c'est une blague ou est-ce qu'il est sérieux ? Mais c'est un débat très sérieux ça au Canada, de savoir quelle est la part de blague dans ce qui a été dit par Donald Trump depuis quelques jours. Je vous rappelle aussi au passage que la coutume veut qu'une fois élu, le président américain réalise son premier déplacement officiel au Canada. Souvenez-vous où est allé Donald Trump pour son premier déplacement. Alors certes de président élu, mais pour son premier déplacement. C'était ici, à Paris. Ouais. Ça aussi, c'est une petite pique de plus aux amis canadiens. Ceci étant dit, pour être très clair sur ce qui est en train de se passer, vous savez, Donald Trump, il réagit comme réagit Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a un problème avec le Canada, qui est exactement le même problème qu'il a avec le Mexique. L'immigration,
et la drogue. Pourquoi? L'immigration d'abord. Parce que de plus en plus d'immigrants, de migrants illégaux passent par le Canada pour rentrer aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 6 premiers mois de l'année, 12 600 environ, ce chiffre-là, sur les 6 premiers mois de l'année, est déjà supérieur à celui de l'année dernière. Lorsque l'on regarde le chiffre de l'année dernière, il est supérieur aux 2 années précédentes. Donc c'est une tendance qui est en train d'exploser. Et ça inquiète les Canadiens, y compris d'ailleurs les adversaires politiques de Justin Trudeau. Le deuxième problème, c'est la drogue. Vous savez que la drogue qui fait des ravages aujourd'hui aux États-Unis, c'est le fentanyl. 150 overdoses mortelles chaque jour à cause de cette drogue. C'est de plus en plus difficile de passer par le sud pour les cartels mexicains. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? D'aller fabriquer le fentanyl au Canada, de le faire rentrer par le nord. Non seulement ça génère évidemment un trafic de drogue important, cette drogue-là on la retrouve dans le Michigan, on la retrouve évidemment dans tous ces États du Nord, mais en plus ça agrège une sorte de criminalité au Canada. 350 groupes criminels canadiens participent désormais à ce trafic de fentanyl vers les États-Unis. Qu'est-ce que fait Donald Trump? Il dit, écoutez, puisque c'est comme ça, puisque vous ne savez pas gérer vos frontières, moi je vais vous couper les vivres, on va augmenter les tarifs. Il a dit la même chose d'ailleurs aux Mexicains. 25% de hausse pour les produits canadiens. Sachez quand même que pour le Mexique, ça pourra monter jusqu'à 200% pour, par exemple, les véhicules qui seraient importés du Mexique vers le Canada. Attention, ça, ce sont des menaces. Les échanges commerciaux entre le Canada et le Mexique, un peu moins de 1000 milliards de dollars. Donc les deux ont quand même besoin l'un de l'autre. Laura le rappelait très justement, le Canada fournit beaucoup d'énergie aux États-Unis qui en ont besoin. Alors, certes, Trump dit « drill, baby, drill », c'est-à-dire qu'il va augmenter la production d'énergie dans son pays. Mais pour l'instant, il a encore besoin des Canadiens. Et ça, même les Canadiens le savent. Le savent. Donc ça veut dire qu'ils seraient en position de force, là, les Canadiens, quand l'Ontario, le Premier ministre de l'Ontario a dit attention, parce que nous, on va pouvoir aussi faire des rétorsions et ne plus livrer d'électricité. Donc vous l'avez dit, dans les États américains du Minnesota, du New York, du Michigan. Donc c'est possible, il peut le faire. Tout le Nord, ouais. Oui, bien sûr, il pourrait le faire. En même temps, on n'imagine pas qu'ils arrivent à une situation pareille, parce que ce sont quand même des pays voisins. Mais il est clair que Donald Trump va exiger tout ce que vient d'expliquer mon excellent confrère Thomas. Ils vont exiger des Canadiens en fait qu'ils prennent des mesures drastiques sur l'immigration et sur la drogue. Ça, c'est à peu près acquis. Ils vont faire la même chose vis-à-vis du Mexique, parce que c'était un des chevaux de bataille de Donald Trump dans sa campagne. L'immigration, évidemment, déjà en 2016, c'était le cas. Mais la drogue aussi. Ici, en France, on ne se rend absolument pas compte. Il y a des régions entières des États-Unis qui sont sinistrées. Il y a un nouveau concept bien malheureux qui existe maintenant aux États-Unis. C'est le manque d'une génération. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des enfants qui sont élevés par leurs grands-parents, notamment dans les zones de l'Est où ces drogues font des ravages, parce que les parents meurent à cause de la drogue. Donc c'est un vrai problème de société, c'est le délabrement de toutes les banlieues, c'est tout ça. Donc pour Donald Trump, qui veut rendre sa grandeur à l'Amérique, pour lui c'est absolument fondamental. Petite anecdote, quand il était président, Donald Trump voulait aussi récupérer le Groenland, là, vous voyez. Oui. Donc, bon, c'est vrai que s'il reprend le Canada plus le Groenland, les États-Unis vont pouvoir s'agrandir. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il a quand même une vision de la géographie par rapport aux États-Unis sur laquelle il réfléchit depuis longtemps. Oui, quand même. Il y a quand même une idée directrice. Oui, colonel, vous vouliez dire? C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a aussi le choc culturel entre la politique canadienne, où c'est un libéral, donc il est de gauche, et en fait avec une politique de Trump qui est quand même plutôt de droite. Et on voit les déclarations de Trump, je dirais anti-woke, etc., touchent directement Trudeau. Et Trudeau, il a un autre problème. C'est que je ne suis pas un spécialiste du Canada, mais il me semble bien qu'ils sont en élection l'année prochaine, en 2025. Et il est en difficulté. Donc on voit que quelque part, Trump est en train de déstabiliser le courant libéral qui pourrait éventuellement être élu l'année prochaine. Et le deuxième point qui est relativement intéressant, si les États-Unis récupèrent une partie du Canada, négocions avec le Canada la possibilité de récupérer le Québec. Ah oui, là, vous ouvrez un chantier, la colonel, c'est gentil ça. C'était le quart d'heure de Laura, non? Oui, c'est ça. Jérémy Guès, spécialiste des États-Unis, nous écoute depuis tout à l'heure. Donc je viens enfin vers vous. Merci d'être avec nous. On en est pour l'heure au stade des menaces. Personne n'a intérêt à les mettre à exécution. Oui, mais tout ça, c'est une question de posture, si vous voulez. Notre vieux esprit européen et cartésien est habitué à la culture du compromis, à l'idée du dénominateur commun.
Il faut se souvenir que Trump, en tant que géant de l'immobilier new-yorkais, avait écrit un livre un peu médiocre au milieu des années 80. En anglais, ça s'appelait The Art of the Deal, l'art du deal, dans lequel il disait le compromis, finalement, c'est presque pour les losers, pardonnez-moi, et c'est l'idée de dire il va falloir faire plier l'autre dans la négociation. Si bien que ça se traduit concrètement comment pour un président Trump? C'est d'afficher des postures extrêmes, c'est exactement ce qu'il est en train de faire là, pour essayer finalement d'alimenter la conversation et d'essayer d'entrer en position de force. Et bien là, on dirait que nos amis canadiens ont tout à fait compris ce qui se jouait. Et finalement, au-delà de la recherche du compromis, eh bien, eux sont rentrés dans le jeu et eux aussi sont dans la posture et c'est ce que je ressens. En tous les cas, on est rentré dans une ère très transactionnelle des relations internationales. C'est ce qui est en train de se jouer. Vous avez eu raison de souligner à quel point la pandémie liée aux opiacés a été terrible. Et cette ère transactionnelle, ça veut aussi dire non seulement l'importance des postures, mais le fait que l'aspect politique de ces conversations supplante toutes les dimensions économique. Et donc, bien entendu, tout ce qui se passe là, ça relèverait du blasphème économique. Et pourtant, l'impératif politique est en train de se rappeler à notre bon souvenir. Et quand là, vous dites que le Canada, ça y est, répond donc à Donald Trump, il a été un peu trop loin. Là, quand il publie cette photo, Laura nous l'a montré tout à l'heure, au sommet de la montagne, et donc il domine le Canada. Ça n'a pas du tout plu aux Canadiens? Oui, probablement pas. Mais si vous voulez, c'est triste. Ça, c'est clair et net, c'est triste, mais ça me fait penser à toutes ces négociations qu'on peut voir dans le monde des affaires, surtout dans le monde des affaires new-yorkais, où finalement, il ne peut pas y avoir de boules puantes qui sont trop grosses. Et c'est ce genre de choses pour essayer de déstabiliser l'autre, justement, cette posture, pour entrer en position de force dans les négociations, qui sont en train de transformer la manière dont les États et les chefs d'État sont en train d'interagir les uns avec les autres, et on est en train de le voir sous nos yeux. Bien sûr. Merci beaucoup, Jérémy Gaz, d'avoir été avec nous cet après-midi. Thomas, en position de force, en fait, il essaye d'être en position de force. Il vient d'être élu homme de l'année par le magazine Time, donc je ne sais pas si ça peut être un poids supplémentaire. Mais il y a peut-être aussi un autre paramètre, c'est qu'il est connu maintenant, Donald Trump. On connaît ses méthodes, il a eu une présidence derrière lui. Et pourtant, elle fonctionne. D'abord, préciser que cette question de frontière entre les États-Unis et le Canada, ça ne date pas d'hier. En mars 2023, je crois, un premier accord avait été conclu entre l'administration Biden et le Canada pour renforcer les frontières. Et devinez quoi? On nous annonce pour lundi, peut-être ce lundi, mais en tout cas avant Noël, un nouveau plan de sécurisation des frontières. Le Canada pourrait dépenser jusqu'à 1 milliard de dollars pour rendre le passage du Canada vers les États-Unis plus compliqué. Mais souvenez-vous d'une chose, d'une promesse de Donald Trump pendant la campagne. Il a promis de renvoyer chez eux 11 à 12 millions d'immigrés illégaux. Certains d'entre eux pourraient décider de partir vers le Canada. Donc le Canada se prémunit aussi de ce retour possible de certains migrants illégaux des États-Unis. Enfin, une toute dernière chose, l'opposition au Canada est plutôt alignée, devinez sur qui? Sur Donald Trump en matière de renforcement des frontières. Donc ça aussi, c'est un problème politique pour Trudeau. Exactement. Il va s'en passer des choses à partir du 20 janvier. Il va y avoir des répercussions un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Laura. À demain pour l'histoire du club. À demain. Restez avec nous. Le grand dossier à suivre avec Émile Broussoulou. Est-ce que la France aura un Premier ministre ce soir? C'est la question à 1 million d'euros. Vous avez la réponse, bien sûr. Mais bien sûr que j'ai la réponse. Mais je ne vous la donnerai pas. Il va falloir suivre Émilie Broussoulou. Bonne soirée à tous.